Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie par l'information et entrée à l'exportation de bois en grume en Afrique centrale. Après 2 reports précédents, les 6 pays de la CEMAC auxquels s'est ajoutée la RD Congo se sont accordés sur une mise en œuvre progressive de suspension d'exportation de bois en grume à partir du 1er janvier 2025 avec une interdiction totale à partir du 1er janvier 2028. C'est au terme du Conseil des ministres de la CEMAC tenu il y a quelques jours à Bangui en République centrafricaine que cette décision a été prise. Il faut dire que cette mesure vise à encourager la deuxième transformation locale du bois, favorisant ainsi la création d'emplois et la valorisation des ressources forestières. Notons que les hésitations liées à l'implémentation de cette interdiction sont liées aux pertes de recettes fiscales anticipées. Selon le président de la commission de la CEMAC, Daniel Onaondo, le coût fiscal important serait la principale raison du report. Il estime que des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour atténuer ces pertes. Pourtant, le Gabon, qui est le premier pays de la CEMAC à avoir interdit les exportations de grumes, a doublé sa production de bois transformé en 10 ans, devenant le principal producteur et transformateur au sein de la CEMAC. La République du Congo suit cette voie avec des résultats tangibles en termes de plus-value et de création d'emplois. Le Cameroun, qui cherche à augmenter sa transformation locale du bois, a mis en place des mesures incitatives telles qu'une augmentation significative de la taxe à l'exploitation des grumes au cours des 6 dernières années. De plus, des exonérations de droits et taxes de douane ont été accordées aux équipements destinés à la transformation du bois, encourageant ainsi le développement de l'industrie locale. La mise en œuvre progressive à partir de 2025, bien que suscitant des doutes, reflète la volonté des pays membres de trouver un équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement. Au Cameroun, 2,2 milliards de francs CFA ont été mis au profit de cette collectivité territoriale décentralisée. C'est à la faveur d'une convention de partenariat signée il y a quelques jours entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane May et les maires des communes de Fokwe, Crébi 1er, Konsamba 2e, Gaoundéré 3e, Nitoko, Toroa et Toubak que ces derniers verront leur part industrielle s'améliorer. C'est grâce aux ressources additionnelles issues du budget d'investissement public du MINUPAT au titre des exercices 2024 et suivants. En effet, les 2,2 milliards de francs CFA alloués à ces 7 communes s'inscrivent dans le cadre du partenariat MINUPAT collectivité territoriale décentralisée camerounaise pour la réalisation des ouvrages démonstratifs type haute intensité de main-d'œuvre en abrégé IMO. De manière spécifique, les conventions signées permettront la réhabilitation et l'entretien des routes en terre, ainsi que la construction des logements sociaux et des boutiques dans les communes suscitées. Les projets retenus ont fait l'objet d'études préalables et devront à terme générer 1520 emplois directs, développer des aptitudes techniques en BTP, promouvoir la main-d'œuvre locale non qualifiée et contribuer à la valorisation des matériaux disponibles dans chaque municipalité. L'idée étant de faire des collectivités territoriales décentralisées de véritables pôles de croissance et de développement économique et social au niveau régional et local. Il faut dire qu'à date, 59 collectivités territoriales décentralisées ont déjà bénéficié de cette initiative avec des résultats jugés satisfaisants dans divers domaines. Plus de 10 597 emplois directs ont été créés, dont 1650 dans la localité de Noa-Bengui, Fondong et Bamenda dans le nord-ouest, Manfé, Tinto, Tiko et Kumba dans le sud-ouest. 270 déplacés internes ont eu l'opportunité de travailler dans les chantiers IMO à Babadjou, Bafoussam, Banka, Melon, Konsamba, Makenene et Gambé-Tikar. 3650 ouvriers non qualifiés ont été formés à plusieurs spécialités techniques, à savoir la maçonnerie de moellons, le coffrage, le ferraillage, le curage des cours d'eau, la fabrication et la pose des pavés ainsi que la fabrication des blocs de terre comprimés. Près de 4,4 milliards de francs CFA de revenus salariaux versés aux populations riveraines, renforçant ainsi leur pouvoir d'achat. Des routes ont été assainies et revêtues en pavés de béton ou de pierre. Des hangars, boutiques, salles de classe et logements sociaux ont été construits en blocs de terre comprimés. Des dallots et ponceaux ont été réalisés en maçonnerie de moellons.
Malgré ses efforts pour la transparence dans le secteur extractif, le Cameroun a été suspendu le 1er mars dernier de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en abrégé ITIE. Selon le communiqué publié de l'organisme, il est reproché au Cameroun des efforts insuffisants dans l'engagement de la société civile et de contraintes imposées par le gouvernement sur la liberté d'expression et la liberté d'association de la société civile. Il rappelle par ailleurs que pour respecter ses engagements dans la mise en œuvre de la norme ITIE, le Cameroun doit protéger les acteurs de la société civile contre des actes de harcèlement, des intimidations ou des persécutions s'ils expriment leur opinion sur la gouvernance des secteurs gaziers, pétroliers, miniers. Les affaires marquantes de ces 3 dernières années, avec les aveux de la multinationale Glencore en 2022 concernant le versement de pots de vin, la corruption de représentants de la Société nationale de pétrole SNH et de la Société nationale de raffinage Sonara entre 2012 et 2015, soulèvent pour l'ITIE d'importantes préoccupations au sujet de la crédibilité des efforts du Cameroun en matière de transparence. Rappelons que cette suspension n'est pas la première pour le Cameroun, car le 1er avril 2021, il avait déjà été suspendu de l'ITIE pour n'avoir pas publié son rapport ITIE de 2018. La suspension avait été levée quelques mois plus tard, notamment en juillet 2021. La prochaine validation du Cameroun interviendra en avril 2027 et le pays devra apporter des mesures correctives à une vingtaine d'exigences. En plus de cela, il faudra que l'ensemble des acteurs du processus se soient approprié une compréhension claire de la norme 2023 qui est plus exigeante sur des questions comme la propriété effective ou encore les questions de transition énergétique. Le Togo se prépare à recevoir une subvention de 74 milliards de francs CFA du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 2024-2026. Cette subvention est en hausse de 14% par rapport au cycle précédent. En outre, des fonds additionnels et de réinvestissement d'une valeur de 12,7 milliards ont été approuvés pour 2024-2025. Au titre de subventions précédentes, le Togo a bénéficié d'une enveloppe d'environ 64,9 milliards pour la période 2021-2023. Ces fonds supplémentaires viendront soutenir les efforts du gouvernement en matière de santé avec des attentes en termes de résultats. Ce financement du Fonds mondial et du dispositif de riposte au Covid-19 renouvelle les programmes nationaux de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, Kamet Togo. Il vise à renforcer les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme et à accélérer la fourniture de services de prévention et de soins de qualité pour lutter contre les épidémies de VIH et de tuberculose. Notons que du reste, le Togo n'est pas seulement un récipiendaire des ressources du fonds, mais il est également un contributeur. Selon l'institution, le pays a déjà contribué à hauteur de 2 millions de dollars américains au Fonds mondial avec une promesse supplémentaire de 1,5 million de dollars pour le 7e réapprovisionnement du fonds pour la période 2023-2025. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ambitionne de passer de 5 602 cantines, soit 36% du taux de couverture en cantine pour l'année scolaire 2023-2024, à 100% des écoles primaires publiques à l'horizon 2030. C'est au cours de la célébration de la 9e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire en abrégé JAS que le ministre ivoirien de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Maria Toukone a donné cette information. L'autre ambition du gouvernement ivoirien est de créer 31 pôles de production formés de groupements de petits producteurs, majoritairement féminins d'ici à 2030. Pour elle, offrir un repas chaud et équilibré à tous les enfants d'école est un déterminant fondamental dans la lutte contre l'échec scolaire. Dans sa déclaration, la ministre a exprimé la reconnaissance du gouvernement ivoirien à tous ses partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à tous les acteurs du système éducatif pour leur appui et contribution inestimable aux efforts nationaux de déploiement et d'approvisionnement durable dans les cantines de Côte d'Ivoire. Elle a également
annoncé que la deuxième édition de la quinzaine de mobilisation communautaire autour des cantines scolaires dans les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation s'est ouverte le 1er mars dernier et se refermera le 15 du mois courant. Ceci en vue de favoriser durablement l'approvisionnement des cantines en vivres et en non-vivres. Notons que pour cette année 2024, le thème retenu pour la 9e édition de cette journée par l'Union africaine est investi dans l'alimentation locale pour transformer les systèmes éducatifs pour un avenir inclusif et prospère du continent africain. Et sur le plan national, la cérémonie de commémoration aura lieu le 7 mars prochain à Daloa. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.